décembre 2022, nous avons un conseil scientifique composé de quatre membres éminents, dont le directeur général du CEREMA. Oui, c'est ça, du CEREMA. Et c'est en fait à chacun de ces membres, nous avons demandé de vous éclairer un petit peu plus sur cette thématique patrimoine naturel, biodiversité, sachant que dans patrimoine naturel, biodiversité, nous incluons bien évidemment tout ce qui concerne aussi le bâti et la biodiversité. Alors du coup, si les deux premières séquences étaient plutôt orientées pour ceux qui ont pu les suivre sur biodiversité et sur les milieux humides, là pour la première fois, nous avons alors une présentatrice, Élodie Eberlé du CEREMA, donc, qui va nous faire une présentation sur éco-rénovation du bâti dans le bâti ancien. Donc merci beaucoup Élodie, qui est responsable d'études énergie et environnement donc au CEREMA. Je vous laisse vous présenter peut-être un petit peu plus si vous souhaitez. Et puis, sans plus attendre, je vais lui laisser la parole. La présentation sera enregistrée, ce qui fait que si vous voulez y revenir ou bien l'indiquer à vos collègues qui n'auraient pas pu se joindre, il y a une possibilité de la revoir. Et vous aurez ensuite la présentation, le PowerPoint qu'on mettra également en ligne en interne pour que vous puissiez y revenir. Élodie, merci beaucoup. Vous avez le micro. Et je coupe le mien. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran en plein écran? Oui? Ok, super. Alors, effectivement, Monsieur Pascal Berthaud, donc le directeur général du CEREMA, n'était pas disponible et il m'a demandé de faire cette présentation sur l'éco-restauration du bâti ancien. Alors, ça tombe bien, effectivement, puisque je suis la responsable technique du CREBA. Le CREBA étant notre centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien. Mais je vais vous en parler un peu plus tard. Alors, qui sommes-nous? Parce que ce n'est jamais très clair. Donc, moi, je travaille au CEREMA. Le CEREMA étant, pour faire simple, le bureau d'études du ministère de la Transition écologique. Donc CEREMA, ça veut dire Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Voilà, on est 2400 répartis sur tout le territoire. On a beaucoup de collègues qui travaillent sur les ouvrages d'art et les infrastructures routières, parce que le ministère de la Transition écologique, avant, c'était le ministère de l'Équipement. Donc, on a un passé assez routier. Mais depuis les années 2000, puis le Grenelle de l'environnement, on est de plus en plus à travailler sur la thématique du bâtiment. Aujourd'hui, on est 100 sur les 2400 agents. Et à Strasbourg, là où je suis basée, on est spécialisé depuis 2007 sur la thématique de la réhabilitation énergétique du bâti ancien. Ça signifie que quand notre ministère a besoin d'études, de conseils sur ce thème, c'est nous, à Strasbourg, qu'il va voir en priorité. On a des collègues qui sont spécialisés sur d'autres thématiques, mais nous, à Strasbourg, c'est ça notre cœur de métier. Alors, le CREBA, donc on a accumulé depuis 2007 pas mal de connaissances sur ce sujet de la réhabilitation énergétique du bâti ancien. On s'est aussi entouré de pas mal de partenaires avec qui on a réalisé des études, notamment Maison Paysanne de France, qui est donc une association de propriétaires qui défendent plutôt la maison rurale, mais également Cités remarquables de France, donc, qui est une association qui met en réseau des collectivités, des communes qui ont des secteurs patrimoniaux remarquables sur leur territoire. Avec encore deux autres partenaires, l'école d'architecture de Toulouse et l'école des arts et métiers de Cluny, on a décidé de créer le CREBA, qui est un projet à 5 partenaires.
qui à l'époque a été financé par le programme Pacte, qui était en gros financé par les pouvoirs publics. Et donc Creba, on a voulu que ce soit un centre de ressources ouvert à tous, où on rassemblait cette connaissance énergie d'un côté et patrimoine de l'autre côté. Parce que c'est vrai que dans notre domaine, bon, ça a beaucoup évolué depuis, mais voilà, l'énergie et le patrimoine n'étaient pas forcément compatibles à cette époque avec les acteurs du patrimoine qui pensaient que les acteurs de l'énergie allaient tout emballer dans du polystyrène, ou au contraire les acteurs du patrimoine, non, les acteurs de l'énergie qui pensaient que les acteurs du patrimoine ne voulaient absolument pas parler de réhabilitation énergétique. Voilà, aujourd'hui, on n'en est plus là. Chacun a évolué sur ses positions et on va relativement tous dans le même sens. Mais ce centre de ressources nous semble utile, ne serait-ce que pour aussi les professionnels et les particuliers. Donc, ce centre de ressources, c'est un site internet où tout est accessible gratuitement et sans inscription. On a plusieurs rubriques. Une rubrique retour d'expérience, une rubrique espace documentaire, des outils, et on a aussi des événements, notamment en octobre dernier, on a fait notre colloque annuel à Rouen. Ça nous permet un petit peu de discuter de ces thématiques en région et de voir ce qui s'y passe. Alors, je vais faire une rapide présentation des différentes rubriques. Alors, les retours d'expérience, on en a actuellement à peu près 15. Et leur objectif, c'est de montrer par un texte relativement technique, sans être trop technique, qu'il est possible de concilier la performance énergétique et la préservation du patrimoine, sans faire de grosses concessions sur les deux. Donc sur la quinzaine de retours d'expérience qu'on a, on essaye de les répartir un peu dans toute la France. On essaye de répartir les types de bâtiments aussi. On a du tertiaire, on a de la maison individuelle, du logement collectif, etc. On a aussi divers types de maîtres d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage public, maîtrise d'ouvrage privé. On a des chantiers qui ont été entièrement réalisés par des professionnels ou alors en autoréhabilitation, et on a évidemment beaucoup de typologies bâties différentes entre le pan de bois, la brique, on a du pisé également, donc en Rhône-Alpes, et de l'urbain et du rural. Alors je vous ai fait une petite sélection. Ah non, c'est la diapo d'après. Là, ça présente juste en fait la structure de chaque retour d'expérience. On commence par le bâtiment et son contexte. On parle ensuite du diagnostic à la fois technique, thermique et architectural du bâtiment. Vous verrez un peu plus tard que pour nous, le diagnostic, c'est vraiment la clé du succès sur ce genre de réhabilitation. Puis le projet du maître d'ouvrage, puis le détail des travaux, et enfin une conclusion sur comment s'est passée la réhabilitation, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait différemment, etc. Là, je vous ai mis 4 de la quinzaine de retours d'expérience qui, en plus d'avoir fait une réhabilitation énergétique, ont obtenu le label de la Fondation du patrimoine. Donc, on a un cas dans le 95 avec une petite maison dans un cœur de village, une maison à Colombage en Alsace, une grosse ferme, une maison qui est indépendante sur son terrain dans le 72, et puis une belle grange qui a été réhabilitée à Saint-Sanson-la-Poterie dans l'Oise, il me semble. Voilà, donc on a, au niveau de la performance énergétique, on ne va pas toujours jusqu'à du bâtiment basse consommation, mais on y arrive, hein. La maison de Marine et la maison de Schnersheim
sont sur du BBC Rénovation. Donc ça montre que c'est possible tout en faisant de la préservation patrimoniale poussée. On a aussi des cas qui vont un peu moins loin dans la rénovation énergétique, mais ça pour nous c'est pas un problème. Notre credo c'est de dire qu'on va aussi loin qu'on peut sans dégrader les valeurs patrimoniales. Et maintenant, si on ne peut pas aller trop loin parce que il y a des intérieurs qui sont protégés, etc., ben, c'est pas grave, on aura fait au moins sa part. On a également un espace documentaire, donc c'est en gros une bibliographie hein, sur ce sujet. On a environ 120 ressources et vous pouvez faire des recherches par exemple par zone géographique. Si vous êtes intéressé par la région Bretagne, on en a peu, mais on en a quelques-unes sur le sujet. Si vous êtes intéressé par une thématique, alors que ce soit une thématique de problématique, par exemple l'humidité, ou alors une thématique de matériaux, par exemple la brique ou le mâche-fer, ou qu'est-ce qu'on a encore par exemple, si vous avez des questions sur les biosourcés, on peut trouver dans cet espace documentaire des publications sur le sujet. Alors ces publications, elles viennent d'où? Il y en a une partie qui proviennent de nos travaux à nous au CEREMA de Strasbourg. Il y en a aussi qui proviennent de parcs naturels régionaux, de CAUE, de collectivités qui ont entrepris ces réflexions de réhabilitation énergétique sur leur centre ancien, etc. Donc il y en a un peu pour tous les goûts, hein, ça va du grand public jusqu'aux thèses de doctorat. Et il y a pas mal de choses intéressantes à explorer. Et puis, quelle forme ça prend? C'est en fait une fiche de lecture. Hein. En quelques mots, on décrit ce qui est écrit dedans. Et en général, on renvoie vers le site de l'auteur, puisque, comme je l'ai dit avant, ce n'est pas forcément nous, Cerema Creba, qui sommes les auteurs de ces publications. On a une section, une rubrique outils. On en a, alors, on va dire, on en a deux très importants. Le premier étant la charte de réhabilitation responsable du bâti ancien. Parce qu'en 2016, quand on a commencé à travailler sur le CREBA, on a trouvé un titre voilà, qui claque, le CREBA, la réhabilitation responsable. Et puis à un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire la réhabilitation responsable? Et c'est de là qu'est née cette charte. Alors c'est en une vingtaine de pages, on va dire que ça explique un peu la philosophie du CREBA, avec des prescriptions générales que je détaillerai tout à l'heure sur comment mener un projet de réhabilitation énergétique d'un bâtiment ancien, et une deuxième partie sur des orientations pour les travaux. Alors, ça va être macro, mais ça va être du type par rapport au patrimoine, on va éviter l'isolation par l'extérieur, même si elle n'est pas à proscrire. Sur l'aspect technique, on va dire, il faut éviter les matériaux peu ouverts à la diffusion de vapeur, comme le polystyrène, parce que vous verrez tout à l'heure que le polystyrène n'est pas du tout compatible avec les bâtiments anciens. Et qu'est-ce qu'on a encore? Oui, du point de vue énergétique, on va dire, il faut absolument chercher à isoler un bâtiment avant de changer le système énergétique pour des raisons de rendement. Voilà. Enfin, je vous laisserai découvrir tout ça si ça vous intéresse. C'est écrit tout à fait dans un langage tout à fait compréhensible et un peu plus détaillé que ce que je viens de vous dire. Donc ça, c'est pour nous fondamental, cette charte, puisqu'elle présente les grandes lignes de notre sujet. Et on a aussi ce qu'on appelle la guidance wheel, donc c'est la roue que vous voyez en haut. C'est en fait l'adaptation en français d'un outil britannique qui a été créé par notre, en gros, homologue britannique, le STBA, le Sustainable Traditional Building Alliance. Si vous lisez l'anglais, je vous conseille d'aller voir le site du STBA. Les Anglais sont quand même plutôt forts en préservation patrimoniale et il y a beaucoup de publications
très intéressantes sur la conservation des fenêtres, par exemple, ou sur l'utilisation de matériaux biosourcés pour la réhabilitation énergétique. Donc voilà, cet outil, on l'a traduit et enfin on l'a adapté parce qu'il y a des solutions qui n'existent pas en France et qui existent en Angleterre. Et son but, en fait, c'est d'alerter sur des risques potentiels quand on choisit une solution de réhabilitation énergétique par rapport à 3 grandes problématiques qui sont les 3 grandes problématiques de CREBA. L'aspect patrimonial, l'aspect énergétique et l'aspect technique. Alors quand je parle de technique, je parle quand même souvent de problèmes d'humidité, puisque vous verrez plus tard que sur le bâti ancien, c'est un problème qui peut revenir souvent. Donc voilà, on a un système de couleurs. Une solution peut être verte du point de vue patrimonial, mais peut être orange du point de vue thermique, parce que par exemple, ça n'isole pas beaucoup. Et puis peut être jaune au niveau technique, parce qu'on sait qu'il va y avoir des problèmes d'humidité ou autre. Alors ça ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça dit juste qu'il faut être au courant et qu'il faut se débrouiller pour trouver des alternatives, enfin, pas forcément des alternatives, mais des moyens de contrer les effets négatifs de ce qu'on a pu identifier. Donc c'est un outil qui est plus à destination des maîtres d'ouvrage qui veulent, enfin qui s'y connaissent un petit peu, mais qui veulent un peu explorer le sujet, qui ne savent pas trop vers où s'orienter. On peut aussi l'utiliser à des fins éducatives ou même à des maîtres d'œuvre ou des gens qui seraient spécialisés d'un côté, par exemple du patrimoine, mais qui s'y connaisseraient pas trop en énergie ou inversement. C'est un bel outil pédagogique. Et comme je disais, donc les événements, les actualités, donc le colloque annuel et on a eu par exemple comme grand témoin Philippe Madec et à Rouen, je me souviens plus parce que moi je ne suis pas architecte, mais un grand architecte aussi, je retrouverai. Mais voilà, on essaye d'avoir une petite émulation sur ce sujet et ça marche plutôt bien. On a aussi un compte sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, un compte professionnel qui marche assez bien. On doit avoir 1500 abonnés et puis on diffuse par exemple des nouveautés qu'on va rajouter sur notre espace documentaire ou alors des manifestations sur le sujet. Voilà, lundi, par exemple, il y a à l'école de Chaillot un webinaire sur la performance énergétique dans les bâtiments du Corbusier. Voilà, ça on l'a partagé, c'est intéressant. Ou même, j'ai partagé ce matin une publication de la Fondation par rapport à l'éco-rénovation. Et pour finir, je voudrais vous parler du MOOC CREBA. Donc un MOOC, c'est un cours en ligne gratuit, ouvert à tous. Donc on a eu la possibilité de monter ce MOOC sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable, qui est la plateforme qui est financée par le ministère de la Transition écologique, où on trouve pas mal de MOOC sur le sujet du bâtiment durable. Et c'était l'occasion pour nous de présenter cette approche responsable de la réhabilitation du bâti ancien pour la faire connaître au plus grand nombre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour autre chose sur cette plateforme et qui voient ce MOOC et qui se disent c'est intéressant, je vais m'y connecter. Alors comment ça marche ce MOOC? En fait, il est divisé en 4 semaines. Mince, désolé. En 4 semaines. En une semaine, vous avez à peu près 2 heures à 2h30 de travail, ce qui veut dire que dans un contexte professionnel, les personnes peuvent faire ça entre midi et 2 et se faire une auto-formation eux-mêmes sur le sujet. Donc voilà, c'est pas excessif, 2h30 sur une semaine. Et il y a 4 semaines qui se suivent et qui ont à chaque fois un thème différent. Donc sur la première semaine, on va parler des enjeux. Qu'est-ce que la réhabilitation énergétique du bâti ancien? Voilà, ça permet vraiment de mettre tout le monde à niveau, puisque comme je disais avant, on a quand même souvent des gens qui sont plutôt patrimoine ou plutôt énergie et qui ne connaissent pas forcément l'autre côté. Donc là, sur la semaine 1, c'est les enjeux. La semaine 2, c'est la méthode, ce que je vais vous présenter aussi après. La semaine 3, c'est des aspects plus spécifiques, plus techniques. Donc on va par exemple parler du confort d'été,
on va parler de l'humidité, etc. Donc des points, des problématiques spécifiques. Et en semaine 4, on détaille les solutions d'amélioration énergétique qui sont adaptées aux bâtis anciens. Je vais peut-être déjà maintenant attirer votre attention sur mon vocabulaire. Amélioration énergétique. Bon, en général, j'essaie d'éviter isolation thermique parce qu'il y a d'autres possibilités que voilà, la laine minérale, le polystyrène ou la ouate de cellulose. Amélioration énergétique, on peut avoir des choses plus légères qui vont tout de même permettre un gain énergétique. Donc en général, je préfère dire amélioration énergétique que isolation thermique, mais ma langue peut parfois fourcher. Que dire? Ah oui, donc on a eu, on va lancer la 3e session. On a déjà eu 2 sessions. On a eu plus de 9000 inscrits, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on a réussi à sortir de notre cercle parce que, bon, par exemple à nos colloques, on voit un peu toujours les mêmes personnes, hein, les personnes qui sont déjà convaincues. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est diffuser cette manière de voir les choses plus largement. Et le MOOC, c'est quand même un bon outil pour faire ça. Donc 9000 inscrits, c'est la barre haute de la plateforme. En général, il y a plutôt 2000, 3000 inscrits par session. Nous, on en est à 4500 inscrits par session. Donc ça montre aussi qu'il y a un intérêt sur ce sujet. Donc la 3e session, elle se fera du 11 mars au 22 avril. Si vous voulez vous y inscrire, il n'y a aucun problème. Et je le dirai peut-être à plusieurs reprises durant la présentation, mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est repris dans le MOOC et un petit peu délayé. Donc vous y retrouverez beaucoup d'éléments plus détaillés. Je vous ai mis le lien, mais je pourrais vous l'envoyer aussi dans le chat ou la fondation, le siège vous enverra les liens. Donc ça prend la forme en fait soit de vidéos face caméra où on explique des concepts, soit des présentations commentées comme vous le voyez tout en haut. Et on a aussi des témoignages. Donc vous voyez au milieu Monsieur Berthaud, reconnaissable à ses lunettes orange et à son nœud papillon orange, ou des témoignages sur le terrain. La 3e vidéo, par exemple, c'est un chargé de mission du parc naturel régional des Vosges du Nord qui nous parle d'une initiative pour créer des fenêtres patrimoniales et performantes en bois à moindre coût. Voilà, donc ça nous permet aussi de mettre en avant nos partenaires du CREBA, la Fédération nationale des parcs naturels régionaux et partenaires. Oui, je ne l'ai pas dit, mais avec CREBA, donc je vous ai parlé des 5 partenaires fondateurs, mais il y a les partenaires signataires aussi, dont la Fondation du patrimoine, dont la Fédération des parcs naturels régionaux, dont Effinergie, qui est plutôt l'association vraiment énergie qui gère les labels en France. On a aussi l'Association des architectes du patrimoine. Voilà pour les plus connus. Et toutes les vidéos de témoignages sont disponibles sur YouTube sans inscription, sans avoir besoin de s'inscrire au MOOC si juste les témoignages vous intéressent. Alors voilà, c'est pour cette longue introduction sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait et comment aller plus loin. J'aurais pu le faire plus tard, mais voilà, ça c'est déjà un premier point. Et là, je vous présente le déroulé de ce matin. Je vais d'abord vous proposer quelques définitions pour être sûr qu'on parle de la même chose. On verra ensuite pourquoi rénover énergétiquement, comment rénover le bâti ancien, le contexte réglementaire, alors ça c'est un peu complexe, mais malheureusement il faut s'y coller, les méthodes, alors les techniques, je pense qu'on n'aura pas forcément le temps, puisqu'on a prévu d'avoir quand même un temps d'échange. Les acteurs du patrimoine, les aides, les financements, ça vous verrez, ça ira beaucoup vite, et ça ira plus vite, et une bibliographie, petite bibliographie à la fin. Alors sur les définitions, alors pour vous ça va pas poser de problème, je pense, mais en dehors du monde du patrimoine, c'est compliqué la différence entre restauration et rénovation, réhabilitation énergétique. Donc restauration, on va être sur la remise en état d'un bâtiment dans son état originel. Nous, thermiciens, on a plutôt tendance à parler de rénovation
et même de rénovation énergétique. Donc, ça va être l'ensemble des travaux visant à diminuer la consommation énergétique d'un bâtiment. Sur le Rex de Schnersheim, dans Creba, le titre, c'est une restauration patrimoniale et une rénovation énergétique exemplaire. Donc, finalement, c'est deux choses différentes qui peuvent être menées de front, mais c'est pas la même chose. Il y a des gens, enfin, du côté de l'énergie, vous dites restauration, ils peuvent penser rénovation énergétique. Donc voilà, je voulais juste bien mettre au point ces termes-là. Deuxième point, moi je parle de bâtis anciens. Pour moi, c'est des bâtiments qui ont été construits avant 1948 avec des matériaux et des techniques traditionnelles. Peu importe qu'ils soient monuments historiques ou pas. Je peux parler aussi bien de Versailles que de la ferme à la campagne. Aucun problème. Mais on a aussi cette notion de bâtiment patrimonial, donc qui est ce que le ministère de la Culture défend. Donc des bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial, officiellement reconnu ou non, peu importe la date de construction. Voilà, on peut avoir, avant je parlais du Corbusier, ben là on est dans du bâti patrimonial, mais par contre c'est du béton, donc c'est pas du bâti ancien. La notion de bâti ancien, elle est importante par rapport à la sensibilité à l'humidité, comme vous le verrez plus tard. Le béton n'est pas sensible à l'humidité, donc je ne vais pas avoir de gros problèmes techniques dessus à l'isoler. Évidemment, il va y avoir des aspects patrimoniaux à prendre en compte sur le bâti patrimonial, mais pas des aspects techniques. Donc voilà, ça aussi, je voulais faire la différence. Vous, peut-être, ça vous paraît évident, mais pareil, quand on discute dans le monde de l'énergie, c'est pas forcément clair. Alors, pour revenir sur, c'est un peu cette définition du bâti ancien. Donc, la plupart des schémas que vous verrez qui ont un peu cette patte sont tirés des fiches ATEBA qu'on a réalisées avec Maison Paysanne de France. Je vous ai mis à la fin le lien vers ces fiches. C'est souvent repris, hein, vous avez déjà dû les voir peut-être à gauche à droite si vous êtes intéressé par la rénovation énergétique, sans souvent mentionner d'ailleurs l'origine. Donc là, c'est schématiquement, qu'est-ce que le bâti ancien? Donc je vous l'ai dit avant 48, avec plutôt des procédés traditionnels. Et pourquoi on a cette limite-là de 48? C'est qu'après, on a eu la reconstruction. Et en fait, les pratiques de construction ont complètement changé. Il a fallu construire vite, construire semi-industrialisé, voire industrialisé avec béton, parpaing, etc. Il y avait beaucoup d'hommes qui étaient morts à la guerre, donc les savoir-faire des maçons, des couvreurs ont disparu. Et on a perdu un peu cet aspect du bâti traditionnel. Et ces bâtiments qui ont été construits à la reconstruction et avant le premier choc pétrolier, c'est vraiment ça, les vrais gouffres au niveau de la performance énergétique. Parce que la première réglementation thermique en France, elle date d'après le choc pétrolier en 1975. Ça veut dire que entre 48 et 75, c'est des bâtiments qui, d'une part, n'ont pas les bonnes propriétés qu'on va voir tout à l'heure du bâti ancien, et d'autre part, ont aucune isolation. Donc voilà, quand on dit que le bâti ancien, c'est des passoires énergétiques, peut-être, mais il y a pire, en fait. Hein. Et le pire, c'est entre 48 et 75. Alors l'avantage, c'est que c'est quand même souvent plus facile à réhabiliter. Voilà, des barres d'HLM qui ne sont pas particulièrement jolies. Voilà, on fait de l'isolation par l'extérieur, on le fait sur tout le quartier, et puis on arrive assez facilement à faire de la rénovation énergétique sur ce type de bâti. Mais voilà, c'est pour vous montrer que, contrairement aux idées reçues, c'est pas le bâti ancien qui sont les bâtiments les plus énergivores. Alors, ils peuvent l'être, mais on a d'autres cibles en fait. Donc là, je vais vous présenter les caractéristiques, mais que vous allez vous y retrouver, hein, plutôt positives, plutôt négatives. Donc évidemment, sur le bâti ancien, on va avoir des matériaux déjà locaux, ça c'est déjà pas mal, qui ont été extraits pas trop loin, très divers. Alors ça, c'est aussi une spécificité plutôt française, hein, on a aussi bien du pan de bois chez moi, pan de bois tanchi chez moi en Alsace ou en Normandie, le pisé, donc la terre compactée en Rhône-Alpes, des briques
de terre cuite à Toulouse ou alors dans le nord, en Picardie, etc. Des pierres de toutes sortes imaginables. Donc on a une vraie diversité. Qui est une richesse, hein, mais bon, qui nous, énergéticiens, nous facilite, thermiciens, nous facilite pas la chose, puisque bon, chaque bâtiment a un peu sa manière de se comporter. On a quand même une majorité de parois lourdes, hein, le pan de bois torchis, donc on va être sur 14 cm, c'est vraiment pas très épais et donc pas très lourd. Je crois qu'on est à moins de 10% de la totalité. On est quand même plus sur de la brique et de la pierre, en général en France. On verra plus tard que ça a son avantage. Donc ça, c'est une des caractéristiques positives du bâti ancien. Une belle diversité et des parois plutôt lourdes. Ensuite, on a ce qu'on appelle pompeusement la conception bioclimatique. En gros, c'est construire avec son environnement, hein. C'est pas plus compliqué que ça, et c'est vrai que le bâti ancien était plutôt fort pour ça. On se débrouillait pour être sur le flanc de montagne au soleil, et du coup on était protégé du froid à l'arrière par la pente. On se débrouille pour avoir des arbres à feuilles caduques, comme ça en hiver, il n'y a plus de feuilles, on bénéficie du rayonnement solaire, et en été par contre on est protégé du chaud par les feuilles. On s'est débrouillé pour construire la maison de manière rationnelle, en mettant les bêtes à côté, et comme ça elle nous fournissait un peu de chaleur. En mettant le foin au-dessus, ça nous isolait un peu le plafond. On mettait un appentis du côté nord, ça fait ce qu'on appelle nous un espace tampon, c'est-à-dire qu'il y fait moins froid qu'à l'extérieur, etc. Donc on voit les combles, les caves, les entrées. Non, jusqu'à un certain point, c'était des bâtiments qui étaient construits intelligemment et en fonction de l'environnement extérieur. Alors c'est vrai que quand on rentre dans des aménagements comme des villes, là la conception bioclimatique va se perdre un petit peu, puisqu'on va construire dans l'alignement de la rue. On va plus forcément se débrouiller pour que le bâtiment soit correctement orienté par rapport au soleil. Bon, là, il y a des aspects urbanistiques qui prennent un peu le dessus, mais globalement, la conception bioclimatique, c'est un point positif du bâti ancien. Et puis, quelque chose qui va être de plus en plus important avec le changement climatique et la hausse de la fréquence des canicules, c'est le bon confort d'été. Donc ça, c'est aussi lié au fait qu'on a beaucoup de parois lourdes, de maçonnerie lourde. Évidemment, dans une maison où il y a 60 cm de pierre, en été, normalement, on s'y sent bien, et on s'y sent même mieux que dans un bâtiment en béton de 20 cm avec 20 cm d'isolation par l'intérieur. Donc ça, c'est un fait, c'est assez bien connu. Et je le souligne justement parce que c'est quelque chose qu'il faut conserver et ne pas dégrader. Et malheureusement, certaines techniques d'isolation peuvent dégrader le confort d'été. Donc il faut y faire attention et bien peser le pour et le contre sur les travaux de réhabilitation énergétique. Donc voilà, hein, qu'est-ce que ça fait en fait s'il fait très chaud à l'extérieur à 16 heures, vous avez votre maison en pierre, à l'intérieur vous aurez un pic de chaleur peut-être à 1h du matin, et au lieu qu'il fasse 40 degrés comme dehors, il va faire plutôt 26 degrés. Donc vous avez un pic de chaleur qui est atténué et décalé dans le temps. Donc ça, c'est ce qu'on recherche, c'est l'inertie thermique. On cherche à écraser l'onde de chaleur. Et éventuellement, si on a encore chaud, l'avantage, c'est qu'à 1h du matin, on va pouvoir ouvrir les fenêtres si on en est capable, pour des contraintes de bruit, etc., des fractions. Mais en tout cas, on peut ouvrir les fenêtres et faire ce qu'on appelle la surventilation nocturne, c'est-à-dire utiliser le fait que la nuit, il fait moins chaud pour évacuer la chaleur du logement, enfin du bâtiment à l'extérieur du bâtiment. Alors ça, c'est possible encore aujourd'hui, mais plus on va avoir des canicules, plus il fera chaud la nuit, et moins ça va être possible de pouvoir surventiler. Donc ça, c'est quand même aussi à prendre avec des pincettes. Bon. En tout cas, pour l'instant, au niveau du confort d'été, le bâti ancien a encore des belles années devant lui. Alors, on va passer aux caractéristiques plus négatives.
Là, on a ce qu'on appelle l'étanchéité à l'air. Donc, c'est quelque chose qui est assez connu dans le monde du bâtiment neuf, parce que maintenant, les tests d'étanchéité à l'air sont obligatoires quand on construit un bâtiment neuf. C'est très peu connu pour la rénovation, la réhabilitation, alors que c'est assez utile. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on va enlever la porte d'entrée. On va coller un ventilateur, vous le voyez là en bas à gauche, et on va souffler de l'air à l'intérieur du bâtiment. Et qualitativement, on peut voir où s'en va l'air. Donc, vous le voyez là en bas avec la petite, on appelle ça une poire à fumer. On va générer de la fumée et on va faire le tour des endroits qu'on sait qui ont tendance à fuir. Là, par exemple, cette fenêtre, elle est en mauvais état. On approche la pierre à fumer, on approche la poire à fumer de la fenêtre. Et comme le bâtiment est en surpression, puisqu'on est en train de lui insuffler de l'air à l'intérieur, bah, la fumée sort par les interstices et nous montre que là, il y a un défaut d'étanchéité à l'air. On a aussi un moyen quantitatif, donc en fait, on sait combien d'air, le débit d'air qu'on est en train de forcer à l'intérieur du bâtiment. On arrive à en déduire ce qu'on appelle un indice de perméabilité qui nous permet de donner la qualité en fait de l'étanchéité à l'air du bâtiment. Alors, vous avez plusieurs exemples de tests qu'on a réalisés sur du bâti ancien. Il y a des choses assez bêtes, par exemple, ici, vous voyez ma flèche quand je suis dessus? Ouais, ok. Là, vous avez en fait une ancienne loggia qui maintenant n'existe plus et qui est un balcon. Donc en fait, l'extérieur, enfin là c'est l'extérieur. Donc on a beau être à l'intérieur d'un bâtiment, derrière cette porte c'est l'extérieur. On a tout, enfin on a le chauffage qui passe par là, ça c'est assez clair. Et ça c'est des choses que les gens se rendent pas compte quand on a fait ce test d'étanchéité à l'air. Le propriétaire était un peu affligé, enfin il s'était pas vraiment rendu compte qu'il y avait une fuite d'air à cet endroit-là. Bon là, un mastic qui a séché, qui n'a pas été rénové, il sèche, il se craquelle et forcément on a de l'air qui passe. Une fenêtre qui a été repeinte maintes fois sans être décapée, forcément ça ferme plus bien. Là, plus critique, là c'est une photo qui a été prise sous un porche, donc on est à l'extérieur. Et la fenêtre qui n'est pas toute récente, mais qui n'est pas d'origine. Voilà, elle a été changée à un moment et la jonction entre la fenêtre et le mur a été mal faite. En gros, on n'a pas de joint, on n'a pas de filasse, on n'a rien. Et la fumée est générée à l'intérieur et on voit très bien qu'elle sort sans problème à l'extérieur. Autre point sur les bâtiments en pan de bois. Alors c'est sympa d'avoir le colombage apparent à l'extérieur quand c'est autorisé et qu'on veut en plus avoir le colombage apparent à l'extérieur, à l'intérieur, pardon. Mais du coup, on n'a plus du tout d'enduit par-dessus et souvent l'enduit fait étanchéité à l'air. Donc là, la fumée qui est générée à l'intérieur, elle passe entre les miroirs du pan de bois et du torchis et se retrouve à l'extérieur. Cet indice de perméabilité, on peut aussi le traduire différemment. On peut le traduire en surface de fuite équivalente. C'est ce que vous voyez en haut. Donc, on a fait un test d'étanchéité à l'air sur cette petite maison dans le nord de l'Alsace. La totalité des fuites, c'est comme si le bâtiment était totalement étanche, mais qu'on avait cassé une demi-fenêtre. Donc, c'est pour vous donner un peu l'ordre de grandeur visuelle de ce que peut être l'étanchéité à l'air médiocre dans un bâtiment ancien. Dans le neuf, ce rectangle ferait la taille d'une carte de crédit. Donc on voit le gap entre les deux. Alors par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut quand même avoir une ventilation. C'est vrai que dans ces bâtiments-là, ils étaient bien ventilés parce qu'ils avaient une étanchéité à l'air médiocre. N'empêche, ils étaient beaucoup trop ventilés pour ce besoin. Donc, ce qui est conseillé en général, c'est d'avoir une très bonne étanchéité à l'air, certes, mais quand même d'intégrer une ventilation contrôlée. Alors, elle peut être naturelle ou mécanique, mais de pouvoir savoir, de pouvoir être sûr que le débit de ventilation n'est pas excessif, parce qu'un débit de ventilation excessif avec une étanchéité à l'air médiocre,
c'est des calories et des calories de chaleur qui passent à l'extérieur. Donc voilà, quand on étanchéifie un bâtiment, il faut de toute façon se débrouiller pour avoir une ventilation à côté. Autre caractéristique plutôt négative, c'est le confort d'hiver qui est plutôt mauvais. Alors ça, c'est dû à un effet qu'on appelle l'effet de paroi froide. Vous avez de ce côté à gauche une paroi qui n'est pas, alors, pas améliorée thermiquement, comme j'ai dit, j'aime pas trop isoler, mais une paroi, par exemple, une paroi en pierre apparente, sans enduit particulier. En fait, sa température de surface va être fraîche. Et vous aurez beau chauffer l'air à l'intérieur de votre local très fortement, vous, en tant qu'humain, vous ressentirez la moyenne quand vous êtes à côté de ce mur, vous ressentirez la moyenne entre la température de surface et l'air. Donc, si vous avez une température de surface du mur à 11 degrés et que vous chauffez à 19 degrés, vous ressentirez une température de 15 degrés. Donc, vous avez froid. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, alors le monsieur enfile un gilet, c'est déjà pas mal, mais vous allez aussi augmenter la température de l'air parce que c'est votre seul moyen d'agir sur ce confort. Et donc, on se retrouve avec des ambiances surchauffées à 23, 25 degrés qui ont pour objet de couper cet effet de paroi froide. Alors que, en fait, cet effet de paroi froide, il peut être coupé relativement facilement. Alors, aujourd'hui, on ferait ça avec l'isolation. L'isolation fonctionne, elle augmente la température de surface. Des enduits correctifs, comme un enduit chaud-chanvre, vont aussi augmenter la surface, mais dans le temps, ils le faisaient aussi. Hein. Ça s'appelle les tentures contre les murs, ça s'appelle les boiseries. Qui étaient un peu les isolants de l'époque et qui permettaient, malgré des murs très épais en pierre non enduits, de ressentir moins d'inconfort que s'il n'y avait rien du tout. Et enfin, une caractéristique que je caractériserais de plus ou moins, ni bien ni mauvais, c'est juste un point dont il faut être conscient, c'est la sensibilité de ces matériaux à l'humidité. Donc là, vous avez schématiquement comment ça fonctionne. Hein. Le bâti ancien, ça va être, on dit souvent, alors il y a des gens qui disent respirant, j'aime pas trop, perspirant. En fait, ça se laisse traverser par l'humidité. Ça se laisse traverser par la vapeur, ça se laisse traverser par l'eau liquide, par ce qu'on appelle la capillarité. Mais c'est fait pour ça. Voilà. L'enduit à la chaux extérieur, il va pouvoir être mouillé par la pluie. N'empêche que quand il y aura du soleil, ça va s'évaporer, il n'y aura pas de problème. Et ça, c'est un fonctionnement totalement différent du bâti plus contemporain avec le béton, etc., où on n'a pas vraiment de choses qui rentrent dans le mur, mais on s'en protège. Voilà. Donc, on va avoir des enduits ciment qui ne vont pas se laisser traverser. On va avoir une ventilation mécanique qui va complètement décorréler le mur et la ventilation. Alors, on appelle ça, dans les deux cas, on appelle ça un équilibre hygrothermique. C'est comme ça que ça marche. Si vous voulez, dans le bâti ancien, on va avoir des choses qui rentrent dans le mur. L'équilibre hygrothermique, il va être assuré quand on a des choses qui peuvent sortir du mur. Il ne faut pas déséquilibrer cet équilibre. Dans le bâti contemporain, il y a aussi un équilibre hygrothermique qui existe. C'est juste qu'il n'y a rien qui rentre et il n'y a rien qui sort. Voilà. Mais 0 égale 0, quoi. Et quel est le problème? C'est que quand on fait de la rénovation énergétique, on va avoir tendance, alors je retourne juste en arrière, on va avoir tendance à utiliser des isolants du bâti contemporain et à les plaquer sur du bâti ancien en pensant que ça va fonctionner. Mais étant donné qu'ils ont un fonctionnement hygrothermique qui est différent, ça va causer des problématiques. Ça, c'est la grande idée par rapport à l'humidité. Donc, en général, le bâti ancien est assez caractéristique là au niveau de l'humidité. Bon, l'hygroscopicité, on va passer, mais par contre, ils sont capillaires. La capillarité, c'est quand vous mettez un sucre dans du café, le café remonte, donc ça pompe l'humidité. Donc, il y a de l'eau humide qui peut passer dans le bâti ancien, c'est pas un problème. Il y a de l'eau sous forme de vapeur qui peut passer dans le bâti ancien, c'est pas un problème. Et par contre, le bâti moderne, lui, il est peu capillaire et peu perméable à la vapeur. Donc là, vous voyez les deux fonctionnements différents.
Et là, c'est le genre de problématique qu'on peut rencontrer. À gauche, vous avez le fonctionnement normal, hein. Vous avez des remontées capillaires qui peuvent pénétrer dans le mur, mais ce n'est pas un problème parce qu'elles vont pouvoir s'évaporer par l'extérieur parce que l'enduit le permet. On a aussi de l'humidité qui est produite à l'intérieur qui va pouvoir traverser les murs. Bon, même le sol, hein, l'environnement proche du mur, on a un sol en terre battue où l'eau va pouvoir s'évaporer. Le problème, c'est qu'après, on vient avec des solutions modernes. Déjà, on va mettre le trottoir en enrobé qui va finir contre le mur. On va mettre un enduit ciment, hein, on l'a beaucoup fait dans les années 70, de tout mettre avec un enduit ciment pour que ça fasse bien propre. On met une dalle béton dans la cave, on met un isolant, alors laine minérale par vapeur ou alors polystyrène. En fait, tout ça, ça emprisonne l'humidité dans le mur et ça peut causer des problèmes. Soit on peut se retrouver avec des pierres qui se délitent parce que le mortier n'a pas supporté. Dans le pire des cas, l'humidité remonte dans le mur et peut atteindre les abouts de poutre et les faire pourrir. Donc là, au bout de 10 ans, on peut se retrouver avec une ruine des planchers parce que on a eu trop d'humidité dans le mur. C'est le cas extrême, mais ça peut arriver. Et donc là, il y a eu un résumé en gros des isolants qui conviennent et des isolants qui ne conviennent pas. Donc il faut que les isolants aient à peu près le même comportement hygrothermique que le bâti ancien. Donc on sait que les trucs qui sont trop étanches, polyuréthane, verre cellulaire, laine minérale avec par vapeur, donc du papier craft ou alors un papier très étanche. Ça, on sait que ça ne va pas très très bien fonctionner, que ça va avoir tendance à garder l'humidité dans le mur et c'est pas ce qu'on a envie. Comme j'ai dit avant, l'équilibre, il est que ça rentre mais ça doit sortir. Et en général, les matériaux qui sont plus adaptés, ça va être plutôt des matériaux biosourcés, ouate de cellulose, laine de chanvre, bottes de paille, panneaux de fibre de bois et quelques matériaux intéressants minéraux. Par exemple, vous avez la mousse minérale, donc commercialement, c'est le multiport chez Ytong. C'est plutôt intéressant parce que c'est très, très capillaire. Donc ça va pouvoir évacuer l'humidité s'il y en a. Bon, le problème, c'est que c'est ultra rigide, donc sur un mur qui est pas qui bouge, qui n'est pas plan. C'est un petit peu pénible à mettre en œuvre, mais ça peut être une possibilité. Et donc là, c'était au niveau de la capillarité, on a cette distinction entre les deux, et on a aussi une distinction quasiment identique avec la perméabilité, la vapeur d'eau. La fibre de bois, ça se laisse passer. En fait, toutes les laines se laissent traverser par la vapeur d'eau. Et le polystyrène, non. Voilà, donc grosso modo, les biosourcés sont quand même plus adaptés. Alors il y a quelques exceptions, hein, vous voyez le liège. Bon, le liège, il a beau être biosourcé, il est plutôt peu capillaire, plutôt peu perméable à la vapeur. Et vous avez une autre exception dans l'autre sens, qui est la laine minérale, qui est une laine, donc elle va se laisser traverser. Mais le problème, c'est qu'on la met souvent en œuvre avec ce qu'on appelle un pare-vapeur, et ça va bloquer l'humidité, le transfert de l'humidité. J'en parlerai tout à l'heure, je crois. Alors la question, c'est pourquoi rénover? Vous avez senti que c'est pas facile, la rénovation énergétique sur du bâti ancien. Alors pourquoi s'embêter? Donc là, j'ai une petite démonstration pour bien faire comprendre le cœur du problème. Donc si on se met du point de vue de l'État, on a des engagements internationaux en termes de réduction des gaz à effet de serre. Je ne me souviens plus de combien on doit diminuer d'ici 2050, mais voilà, c'est des objectifs puisque plus on produit des gaz à effet de serre, plus on accélère le changement climatique. Donc à un moment, si on ne veut pas qu'il y ait un effet boule de neige, il faut réduire ces gaz à effet de serre. Alors, c'est des chiffres qu'on énonce souvent en début de présentation, mais en France, 45% de la consommation énergétique, c'est le bâtiment. Donc, il faut agir sur le bâtiment. 67% de la consommation, elle provient du résidentiel et non du tertiaire. Donc, on va agir sur le résidentiel. On agit aussi sur le tertiaire, hein, mais aussi sur le résidentiel. Quand on regarde la facture énergétique d'un logement, on va avoir 65% de cette facture qui concerne la facture de chauffage. Donc, il faut agir sur le chauffage. Et pour chauffer moins, on a plusieurs solutions, mais la plus importante, ça reste quand même l'isolation. Donc, on va isoler. On peut aussi construire plus
On peut aussi construire plus vert. N'empêche que le bâtiment neuf, c'est quasiment rien par rapport à la totalité du parc existant. Si on veut diminuer, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas en construisant du neuf vertueux qu'on va y arriver. Il faut rénover. On n'a pas vraiment le choix, il faut rénover l'existant. Et autre chiffre important aussi, c'est qu'il y a un tiers des bâtiments en France, et en Europe c'est à peu près pareil, qui datent d'avant 48. Donc vous voyez que c'est un segment qu'on ne peut pas négliger parce qu'il a une telle fréquence qu'on est obligé. On ne peut pas juste travailler sur les bâtiments dont je vous parlais avant, entre 48 et 75, et construire neuf. On ne va pas y arriver. Il faut qu'on réfléchisse aussi aux bâtiments d'avant 48 et comment les améliorer thermiquement. Donc ça, c'était le pourquoi un peu macro. On peut se mettre d'un autre point de vue, le point de vue de l'occupant. Voilà. L'occupant d'un château, il a aussi envie d'avoir chaud l'hiver. C'est aussi des questions de confort. Il a aussi envie de ne pas avoir 5 000 € de fuel par an. Donc, si on se place du point de vue de l'occupant, c'est des questions de confort et de factures énergétiques qui sont importantes et qui sont à prendre en compte tout autant que la préservation patrimoniale. Comment rénover? Alors là, c'est la partie provoque. Pas comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir couramment. Alors en haut à gauche, vous avez un mur en pisé qui a été isolé par l'intérieur avec de la laine minérale et du pare-vapeur. Donc l'eau s'est accumulée, le pisé c'est de la terre. À un moment, la terre n'a plus supporté la quantité d'eau et le mur s'est effondré. Bon, cas extrême, hein, mais ça arrive pas mal en Rhône-Alpes, il me semble, des pathologies sur le pisé de ce type-là. Donc là, on est structurel. Hein. Là, ça c'est sûr que ça fait mal. À droite aussi, on est structurel sur du pan de bois où on va emprisonner l'humidité à l'intérieur. Les bois vont commencer à pourrir. Et comme le pan de bois est structurel, on peut se retrouver avec des pannes sablières qui sont détruites. Là, ça commence, vous le voyez. On a un problème auquel on ne pense pas forcément, mais un isolant mouillé, c'est un isolant qui n'isole pas. Donc en fait, ça ne servait à rien de dépenser de l'argent à isoler si c'est pour avoir un isolant mouillé. Donc l'humidité, il faut savoir la gérer, que ce soit dans le bâti ancien ou le bâti plus récent. Hein. L'humidité, c'est aussi propice au développement de champignons. Là, on a le pire de tous, la mérule, puisque la mérule peut se transmettre d'une maison à l'autre en passant par les murs. Enfin, j'ai pas compris comment ça pouvait être possible. Mais en tout cas, la mérule, c'est une vraie plaie si jamais on commence à en avoir. Après, d'autres champignons peuvent aussi se développer s'il y a trop d'humidité dans le bâtiment. Et là, par contre, on peut avoir des problèmes de santé pour les occupants. Et on peut aussi avoir des problèmes plus esthétiques. Donc là, l'enduit était probablement un enduit au ciment où il y avait trop de ciment dans la formulation. C'est pas assez respirant. En hiver, vous avez de l'eau qui va passer dans le mur, mais qui va s'arrêter à l'interface entre le mur et l'enduit. Il gèle, l'enduit éclate. Voilà. Et l'enduit éclate sur 1 mètre, c'est assez caractéristique, 1 mètre à partir du sol, puisque c'est là qu'on a peut-être eu des remontées capillaires ou des choses comme ça, qui ont fait qu'on a eu plus d'humidité en bas de mur qu'en haut du mur. Donc pas comme ça, point de vue technique. Et ça, je ne vous apprendrai pas, mais pas comme ça, point de vue architectural. Donc là, on a une mauvaise isolation par l'extérieur de ce bâtiment. Alors, c'était un bâtiment modeste, hein, mais plutôt mignon, caractéristique du village dans lequel il était, avec les chaînages d'angle, des volets en bois, des fenêtres à petits bois, des encadrements de fenêtres, des tuiles probablement de pays caractéristiques. Voilà, une composition plutôt agréable à l'œil. Et puis, sur ce mauvais exemple d'isolation thermique, on a l'impression d'être dans un lotissement. Donc, on a perdu tout marqueur patrimonial, tout intérêt patrimonial. La maison, elle est devenue plus empâtée, puisqu'on a rajouté l'isolation extérieure sans réfléchir, par exemple, à la profondeur au niveau des fenêtres. On a changé par des fenêtres en PVC. On a mis des tuiles tout à fait classiques, et donc ça change
entièrement l'aspect du bâtiment. Autre risque à prendre en compte, c'est plutôt au niveau des systèmes énergétiques. Donc là, à gauche, vous avez une sortie de ventouse d'une chaudière à condensation. Bah, c'est moche. Sur rue, une façade sur rue, bon ben, c'est pas l'idéal. Si on avait pu le mettre sur la façade sur cour, ça aurait été mieux. On va avoir, avec le changement climatique et les canicules, ben, de plus en plus de packs réversibles, donc qui vont faire la clim. Malheureusement, pour les packs, il faut un module extérieur. Et vous avez ce genre de gros modules qu'on va retrouver de plus en plus, qu'on retrouve déjà dans le sud. Dans le meilleur des cas, on essaye de le cacher sur un balcon. Dans le pire des cas, c'est accroché en façade. Donc ça, c'est très dommageable pour la valeur patrimoniale. Et enfin, des projets de panneaux solaires qui ne sont pas forcément adaptés, pas forcément bien intégrés, avec des gens qui veulent absolument mettre des panneaux solaires sur leur toit alors qu'ils ont un grand terrain derrière et qui pourraient très bien le mettre en fond de parcelle, etc. Donc il y a beaucoup de risques au niveau quand on parle réhabilitation énergétique sur le bâti ancien. Alors c'est pas mon sujet, mais aussi moi je suis bâtiment, mais c'est aussi sur les paysages, du coup, les paysages urbains, les paysages naturels. Alors, la partie un petit peu difficile sur le contexte réglementaire, bon, je vais essayer de faire simple quand même. Donc, je vais juste vous détailler dans le cadre réglementaire ce qui s'applique aux bâtis anciens et ce qui ne s'applique pas. Donc, on a 4 grands textes qui s'appliquent. On a la réglementation thermique des bâtiments existants, qui s'applique en cas de travaux. On a le décret dit travaux embarqués. On a le décret dit tertiaire, sur le bâtiment tertiaire. Je pense que oui, vous avez aussi à la Fondation du patrimoine des porteurs de projets qui ont du tertiaire, j'imagine. Et le diagnostic de performance énergétique qui fait beaucoup débat. Alors, pour commencer, la réglementation thermique des bâtiments existants. Donc, ça, c'est ce qui s'applique à tout bâtiment existant qu'on veut rénover. Quand on veut le rénover, il faut le respecter. Il y a 2 types de réglementation. Il y a la réglementation qu'on dit globale et la réglementation qu'on dit élément par élément. Il y a écrit noir sur blanc dans la loi que les bâtiments d'avant 48 vont être soumis à la réglementation élément par élément. Elle est un peu moins contraignante que la réglementation globale. Et c'est important. Voilà, c'est une adaptation de la loi pour les bâtiments anciens. Alors, c'est là que ça devient un peu, piégeux. Donc la RT par élément s'applique, elle est régie par l'arrêté du 3 mai 2007, mais vous avez un article très très important qui est l'article 2, qui dit que ce qui a écrit sur l'isolation des murs, ça s'applique uniquement sur les murs composés de briques industrielles, de blocs béton, de béton banché, de bardage métallique. Ça veut dire, en creux, que le bâti ancien n'est pas soumis aux obligations de la RT par élément pour l'isolation des murs. Encore formulé différemment, l'État n'oblige personne à isoler des murs anciens. Parce qu'on sait qu'il y a trop de risques par rapport à l'humidité, que de dire il faut 15 cm, 20 cm sur tous les bâtiments anciens, ça peut créer trop de pathologies. Donc cet article dit que personne n'y oblige. Maintenant, c'est aussi l'objet de CREBA, c'est de dire qu'il faut y réfléchir. Si on a les bons matériaux, si on a les bons ouvriers aussi, on peut y aller, on peut faire de la rénovation énergétique, mais on n'est pas obligé. On a un peu le même genre d'article sur les fenêtres qui dit qu'en gros, on n'est pas obligé de changer les fenêtres quand on est dans un contexte patrimonial. Voilà. Donc ça, c'est les 2 articles. L'article 2 est quand même très, très important. Donc ça montre que déjà en 2007, le bâti ancien était un sujet pour le ministère de la Transition écologique. Ensuite, il y a le décret de travaux embarqués. Ça, c'est... il avait fait pas mal couler d'encre en 2016. Donc c'est en cas de travaux de ravalement de façade, et d'autres types de travaux, mais c'est surtout les ravalements de façade. En gros, quand vous montez un échafaudage, tant qu'à faire, vous n'avez qu'à isoler.
Donc ça, c'est problématique, effectivement, parce que ça pouvait inciter des copropriétaires à mettre de l'isolation par l'extérieur sur un bâtiment qui ne s'y prêtait pas patrimonialement. Et donc, les associations du G7 Patrimoine sont montées au créneau sur ça. Et au final, il y a eu une précision dans un décret ultérieur qui disait, encore une fois, en gros, que les parois anciennes n'étaient pas obligées de respecter ce décret des travaux embarqués. Mais là, je crois qu'il faut en gros un papier signé par l'homme de l'art, comme ils appellent ça, donc peut-être un architecte du patrimoine qui puisse attester, ou par exemple quelqu'un de la ville, si on se situe par exemple dans un secteur patrimonial remarquable, qui explique que non, on ne va pas pouvoir isoler par l'extérieur ce bâtiment, c'est pas possible. Donc là aussi, une attention particulière sur le bâti ancien qui n'était pas explicite et que le G7 Patrimoine a dû aller chercher, mais qui a été entendu. On a le décret de tertiaire. Alors ça s'applique comme son nom l'indique qu'aux bâtiments tertiaires. Et donc c'est une obligation pour les propriétaires d'un parc de bâtiments tertiaires de réduire leur consommation d'énergie finale à différentes étapes. En 2030, ils doivent réduire de moins 40%, en 2040 au moins 60%. Non, c'est pas ça, mais en tout cas, il faut réduire à certaines échéances. Alors là, le bâti ancien est obligé de s'y tenir. Par contre, il y a des modulations sur les pourcentages. Et encore une fois, c'est un homme de l'art qui doit argumenter pour que administrativement ce soit accepté. Mais on n'y coupe pas au décret tertiaire. Par contre, les objectifs peuvent être un petit peu modulés. Je vous ai mis aussi les liens en hypertexte vers les textes de loi. Si ça vous intéresse plus en avant, vous pourrez aller voir. Et enfin, le DPE. Alors, le DPE, c'est un gros morceau, c'est un peu complexe, c'est un débat d'experts. Mais voilà, alors, moi je vous dis ce que c'est pour moi le DPE. Le DPE, c'est un calcul de la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment. C'est quelque chose qui est rendu obligatoire par la directive européenne. On peut pas y couper. Et on ne peut pas non plus couper au fait de faire un calcul. Jusqu'à 2021, on pouvait faire sur du bâti ancien un DPE sur facture. Ça, ce n'est plus possible. On ne pourra plus jamais y revenir au DPE sur facture. C'est obligatoire en France en cas de vente ou de location. Et voilà. Et comme je disais, aujourd'hui, tous les bâtiments sont sur un même pied d'égalité. Ils sont modélisés avec un logiciel. Alors pour moi, thermicienne, entre guillemets, ça ne me pose pas forcément de problème. Parce qu'on va modéliser. En fait, le but du TPE, à la base, c'était de pouvoir comparer deux bâtiments. Pour pouvoir le comparer, évidemment, il faut un certain nombre d'hypothèses communes. Donc, par exemple, pour le logement de pavillon, aussi bien que pour le bâti ancien, on considérait qu'on avait à l'intérieur une famille de 4 personnes qui travaillaient la semaine, qui étaient là le week-end, qui, quand ils étaient là, chauffaient à 19, quand ils n'étaient pas là, chauffaient à 16. Donc voilà, c'est des hypothèses qui permettent de comparer deux bâtiments sur des éléments comparables. Donc ça, pour moi, c'est pas un problème. Sur la modélisation du bâti ancien, ça va à peu près aussi. Et le modéliser relativement correctement, en tout cas aussi bien que du bâti plus récent. Pour moi, le problème, c'est qu'on a adossé des mesures réglementaires sur le DPE et que du coup, on lui donne une importance qu'il ne devrait, à mon avis, pas avoir parce que pour moi, c'est un outil. Donc là, c'est ce que vous avez entendu ces derniers temps, c'est que il y a plusieurs mesures qui ont été adossées au DPE. Alors déjà, quand on est propriétaire d'une maison, en gros, ou d'un immeuble en entier, quand on le vend, on est obligé de faire un audit énergétique. Et l'audit énergétique est basé sur le DPE. Enfin, si c'est des bâtiments F ou G. Donc, on a l'obligation de réaliser cet audit énergétique sur les passoires énergétiques qu'on vend. Ça, c'est déjà une première mesure. Il y a aussi le gel des loyers pour les passoires énergétiques. Et enfin, l'interdiction de location. Là, c'est ce qui est le plus crucial.
Donc, à partir de cette année, 1er janvier, les logements qui consommaient plus de 450 kWh d'énergie finale par mètre carré par an sont interdits à la location. Et donc, les échéances suivantes concernent des bâtiments qui consomment un tout petit peu moins, les logements classés G, encore un petit peu moins les logements classés F, et encore un petit peu moins, pardon, les logements classés E. Donc, ça veut dire qu'en 2034, vous ne pourrez plus louer des bâtiments qui sont classés E, F ou G. Je ne l'ai pas dit, mais E, F ou G, on considère que c'est ce qu'on appelle des passoires énergétiques. Et puis, il y a aussi des aides financières qui sont accordées, mais ça fait longtemps, par exemple des aides ANA, qui sont accordées en fonction de la classe du DPE. Voilà, le problème, c'est qu'on n'est pas totalement sûr. Alors, j'ai dit avant que ça allait à peu près quand on modélise le bâti ancien, mais il y a un problème de fiabilité et de précision du logiciel. Il est pas assez précis, pas assez fiable pour qu'on puisse lui adosser de telles mesures qui ont un si grand impact. Donc, c'est ce qu'on essaye de défendre, nous, au CRMA, c'est de faire des études, de vérifier si, effectivement, on modélise bien le bâti ancien. Et dans ce cas-là, OK, ben, ce sera bon. C'est aussi la position de Cité Remarquable de France, hein, qui ne souhaite pas qu'on revienne à du DPE sur facture, qui ne souhaite pas forcément qu'on utilise un autre logiciel, mais par contre, il faut qu'on soit sûr que le bâti ancien n'est pas dénigré, en fait. Ça, je vais passer. Ah non, parce que c'est. Oui, non, ça c'est important. Oui, sur les monuments historiques, comme je pense qu'à la Fondation, vous devez parfois travailler sur des monuments historiques, le DPE ne s'applique pas. Point à la ligne. Si le bâtiment est inscrit en partie, si par exemple vous avez un immeuble inscrit en partie et qu'il y a un appartement dans l'immeuble qui n'est pas inscrit, on s'en fiche. L'immeuble est monument historique, donc le DPE ne s'applique pas. Et ça a des implications sur l'audit énergétique aussi, qui fait qu'en gros, ce n'est pas non plus, on ne peut pas non plus obliger d'avoir un audit énergétique sur du monument historique. Donc ça, c'est un premier point, c'est clair, hein, c'est dans les premières lignes de l'arrêté, monument historique égale pas de DPE. Voilà, là je vais passer parce que ça commence à être juridique et à être assez technique. Alors, quelle méthode? Je regarde quelle heure il est. OK. Ça, c'est les grands principes que je vous ai dit qu'on en parlait dans la charte. Alors, le premier, avant tout, c'est le diagnostic, parce qu'on sait que les gens ont tendance à faire de la réhabilitation énergétique en allant chez Castorama le week-end et à isoler par l'intérieur avec du polystyrène. Non, il faut faire un diagnostic avant. Il faut vérifier, et il faut réfléchir à autre chose qu'à l'énergie. Donc le patrimoine, les problèmes techniques qu'on peut avoir, même d'autres problèmes qui peuvent encore venir. Donc le diagnostic, pour nous, il est fondamental. Il est aussi fondamental d'avoir cette approche multicritère, où on focalise pas seulement sur un des points. Et pour trouver des solutions qui vont bien, d'accepter le compromis. Voilà, sur des gros projets, on conseille ce qui est déjà un maître d'œuvre, un architecte, par exemple un architecte du patrimoine, et qui discute avec le bureau d'études. Voilà, si l'architecte dit non, c'est hors de question, l'isolation par extérieur, ça c'est non. Peut-être que le bureau d'études thermiques pourra lui dire non, mais regarde, si on fait comme ça pourrait peut-être passer. L'architecte du patrimoine dit ah oui, ok, essayons, etc. Donc voilà, le dialogue c'est important et on sait que pour l'instant il n'y en a pas vraiment, hein, du dialogue entre ces deux mondes. Bon, là, j'ai détaillé un peu ce qu'on nous on appelle l'audit technique patrimonial et énergétique, mais en gros, c'est le diagnostic de l'existant en premier, et c'est le diagnostic de l'existant qui nourrit la proposition de solution. Donc, diagnostic technique, patrimonial, énergétique, on peut parler du coût, on peut parler d'énergie grise, de la santé, de l'environnement proche, etc. Et donc, c'est sur ça qu'on s'appuie pour faire des propositions d'amélioration énergétique qui conviennent au bâtiment et qui ne sont pas des recettes toutes faites. Ça, c'est le problème, je sais pas, la chance du bâti ancien, c'est que chaque cas est un cas unique. On a un peu de mal à faire des généralités, et c'est ce qui
C'est ce qui complique un petit peu la chose. Je voulais aussi mentionner cette norme. Alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion de pouvoir vous l'acheter, parce que malheureusement, les normes sont payantes. Hein. Donc, c'est une norme européenne, 16 883. Elle s'appelle... alors, est-ce que je l'ai écrit en français à côté? Non. S'appelle Principe directeur pour la réhabilitation énergétique du bâti ancien, du bâti patrimonial. Donc, c'est une norme qui explique aussi cette méthode sur le bâti ancien de la même manière que nous en France on le fait, et c'est assez rassurant parce qu'on se dit dans d'autres pays d'Europe ils pensent pareil que nous. Ça veut dire qu'on est dans le bon sens, donc on est sur les bonnes pratiques. C'est le diagnostic, c'est l'analyse multicritère, c'est l'équipe pluridisciplinaire, c'est de coller au plus proche des possibilités du bâtiment. Et donc cette norme, on a fait partie de la rédaction, et on fait également partie de la révision qui aura lieu l'année prochaine. Là, je détaille le diagnostic, mais voilà, des diagnostics plus techniques, structurels, sanitaires, quels sont les désordres. Ça va vous sembler peut-être évident, hein, mais dans la plupart des cas de rénovation, alors peut-être en dehors de la Fondation du patrimoine, on n'y est pas du tout. Hein. L'état fonctionnel, comment on est à l'intérieur du bâtiment, comment se sentent les occupants au niveau du confort, état patrimonial, volumétrie, matériaux, quels sont les éléments patrimoniaux les plus importants, quelles sont les différentes époques de construction. Donc ça, c'est quelque chose qu'un architecte du patrimoine saura très bien faire. Diagnostic énergétique, donc c'est là où en général il faut aussi un bureau d'études, quelles sont les consommations initiales, est-ce qu'il faut faire un peu d'instrumentation, mettre des capteurs de température, et interroger aussi les occupants sur leur manière de vivre dans le bâtiment pour que la rénovation leur convienne après coup. Peut-être des tests d'étanchéité à l'air, etc. Et donc tout ça, on en fait la synthèse et on propose quelque chose qui va bien pour le bâtiment. Donc là, j'avais détaillé les techniques en gros pour les murs, mais on ne va pas les aborder aujourd'hui. Comme dit sur le MOOC, en 4e semaine, assez détaillé et plus en avant, j'aurais parlé isolation par l'extérieur et dans quel cas on peut la préconiser sur du bâti ancien, l'isolation par l'intérieur et dans quel cas, quel type de matériaux il faut utiliser. Aussi des techniques plus intéressantes de correction thermique. Donc des enduits isolants, des bétons végétaux, le béton de chambre notamment, avec à chaque fois les avantages et les inconvénients. Je peux aussi donner la présentation complète, c'est pas un problème. Pour les acteurs du patrimoine et les aides et les financements, en fait, ça va aller très vite parce que vous avez déjà ce qu'il faut avec le portail du patrimoine. Je pourrais pas en dire forcément plus sur le sujet. Maintenant, moi aussi, je suis dépassé par France Rénov et par les différentes mises à jour des dispositifs de financement de la rénovation énergétique au sens général. Donc là, je ne pourrais pas non plus vous aider. Mais ce qui est financement, aide France Rénov, c'est eux qui savent bien. Ce qui est aide Fondation du patrimoine, c'est très bien détaillé sur le portail du patrimoine. De même que les acteurs du patrimoine, hein, je n'aurais pas dit plus que les CAUE, les PNR, les architectes des bâtiments de France. Voilà, donc tous ces acteurs-là que vous connaissez aussi. Et donc, la petite biblio, comme je vous le disais, sur l'espace documentaire, tout est disponible. Vous pourrez vous y connecter. Et en particulier, je vous conseille Ateba, que vous pouvez d'ailleurs aussi donner aux porteurs de projets. Hein, c'est très accessible. C'est plus tellement à jour sur les aspects réglementaires parce que ça date de 2011, mais ça veut dire amélioration thermique du bâti ancien. C'est des petites fiches, il y en a une douzaine. Et donc, comme je disais, c'est Maison Paysanne de France. Et nous, à l'époque, on s'appelait CT, Centre d'études techniques de l'équipement, avant de nous appeler CEREMA. Et puis Battant, on la ressort de temps en temps, cette étude. Le G7 aime bien en parler. Pareil, c'est une étude de 2011 qui nous avait été commandée par le ministère, notre ministère et l'ADEME. Donc, c'est plutôt des travaux de recherche, mais c'est un peu fondateur et puis ça a montré que le bâti ancien, c'est pas si pire en termes de performance énergétique.
Donc c'est pour ça qu'elle revient encore souvent, parce que c'était une des premières à le montrer et où on a vraiment commencé à travailler sérieusement sur la thématique. Voilà, mais je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais aussi mis le mail de Laurent Arnaud, qui est notre responsable du domaine bâtiment au CEREMA, pour des questions plus générales sur le bâtiment. Voilà, je vous remercie. Ben, c'est nous qui vous remercions infiniment pour cette présentation vraiment très très claire et très, très détaillée, très complète. J'en profite pour rappeler, pour souligner le fait qu'il y a, nous avons signé effectivement, vous l'avez dit, hein, une convention de partenariat entre à la fois la Fondation du patrimoine et le CEREMA et la Fondation du patrimoine et le CREBA. Nous avons deux niveaux de coopération. Certains et certaines d'entre vous d'ailleurs ont peut-être déjà au sein de la Fondation suivi ces formations à distance, là, ces MOOC. Je n'en ai entendu dire que du bien pour ceux qui ont eu la possibilité de les suivre. Donc, je vous encourage à le faire aussi si vous avez un intérêt plus poussé sur le sujet. Et puis là, comme il nous reste un petit peu de temps, est-ce qu'il y a des questions? C'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'informations, mais il reste peut-être encore des petites zones d'ombre à éclairer. Donc, vous avez la parole. En n'oubliant pas de rebrancher votre micro. Je vois pas de main. Eh bien, vous avez été complètement, on va dire, subjugué et c'était tellement il faut dire que c'était très complet, très précis et très, très, très accessible aussi. Je trouve que c'est enfin moi qui n'y connais pas grand-chose au sujet, j'ai beaucoup apprécié l'aspect très pédagogique. Oui, Thierry? Oui, bonjour, je suis délégué régional en Auvergne. Un particulier nous demande un label, mais au passage nous demande des conseils techniques qu'on n'est pas apte à, et on n'a pas vocation à donner en matière notamment d'isolation et donc forcément par l'intérieur. Concrètement, ce particulier, il appelle Élodie Eberlé, il fait un mail au CEREMA. Concrètement, quels outils simples peut-on mettre à sa disposition? Parce que je ne pense pas qu'il suivra le MOOC. Concrètement, enfin, nous au CEREMA et au CREBA, on n'a pas le droit de faire de conseils aux particuliers, hein. Ça, c'est déjà un premier point. Alors, on peut lui conseiller d'aller voir le conseiller France Rénov, tout en lui précisant qu'il faudra qu'ils prennent du recul parce qu'ils ne sont pas tous très au courant du bâti ancien. Il y en a qui le sont, il y en a qui sont à fond. Il y en a qui s'y connaissent pas. Donc, s'il veut déjà un premier niveau de détail, un conseiller France Rénov, c'est gratuit, c'est un service public, ça peut être une possibilité. Après, les parcs naturels régionaux qui ont des missions bâtiments, chez moi, dans les Vosges du Nord, il y a des architectes conseils qui peuvent conseiller sur la meilleure manière de rénover le patrimoine bâti du parc. À la Brenne, enfin au parc naturel régional de la Brenne. Les boucles de Seine peut-être font aussi ça. Voilà, s'appuyer sur ces conseils toujours gratuits, publics, parapublics, les CAUE aussi. Certains s'y connaissent très bien. Le CAUE 76 à Rouen s'y connaît très bien en réhabilitation énergétique du bâti ancien. Après, il y a parfois des initiatives plus locales. Alors en Ardèche, il y a Renault Futé qui travaille aussi un peu sur le bâti ancien. C'est un petit peu épars, quoi. Si après on rentre sur des initiatives de ce type-là, ça dépend un peu des régions. Donc en premier, France Rénov, en prenant du recul. En deuxième, s'il y en a sur le territoire, PNR, CAUE. Maison Paysanne de France ne va pas forcément pouvoir faire des conseils très poussés sur la rénovation énergétique, mais quand même. Par contre, ce qui est bien avec Maison Paysanne de France, c'est qu'ils ont un réseau, enfin, je ne sais pas si vous avez peut-être quand même l'habitude de travailler avec eux à la fondation, mais ils ont le réseau de professionnels, donc ça peut être sympa de pouvoir discuter avec des professionnels qui sont vraiment intéressés par le bâti ancien, des maçons qui ne vont pas vous raconter n'importe quoi.
Après, qu'est-ce qu'on a encore? Et puis, bon, bah, si c'est une rénovation d'envergure, réhabilitation d'envergure, un architecte du patrimoine, et il y en a de plus en plus qui sont très calés sur la réhabilitation énergétique, qui savent s'entourer. On a fait une formation à l'école de Chaillot, une formation continue sur la réhabilitation énergétique du bâti patrimonial, et j'en ai rencontré beaucoup qui étaient très au fait de ces sujets. Donc voilà. Mais en tout cas, par les canaux habituels, il faut se méfier. Un architecte tout court qui n'a pas forcément une grosse sensibilité sur le patrimoine, ou un conseiller France Rénov, on y va en prenant des pincettes, on récupère les données, les informations qu'on veut, mais après toujours complété par quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux, quoi. Merci beaucoup. Et puis les artisans, hein. Enfin, les artisans, ils savent, enfin, les bons artisans connaissent aussi bien leur boulot, mais ça, vous le savez aussi. Oui, oui, Jean-Claude Bastien, délégué territorial en Lorraine. Je me suis toujours posé une question sur quelle était la résistance thermique d'un mur en pierre. Alors en résistance thermique, je ne saurais pas vous dire, mais alors en conductivité thermique, donc c'est ce qui donne le pouvoir isolant. Plus c'est petit, mieux c'est. Un isolant normal, boîte de cellulose, laine minérale, on est à 0,04. Un mur en pierre, on est entre 1 et 3. Donc ça n'isole pas beaucoup. Maintenant, il n'y a pas que ce pouvoir isolant. Voilà, 40 cm d'un mur en pierre, comme je l'ai dit, au niveau du confort d'été, on est bon. Donc, quand vous isolez ce mur de 40 cm avec une conductivité thermique de 1 à 3, vous arrivez à atteindre la réglementation par élément, la réglementation thermique des éléments par réglementation énergie. Je vais pas y arriver. La réglementation thermique des bâtiments existants par élément, avec environ 10 cm d'isolant. Vous pouvez atteindre des valeurs bâtiments basse consommation compatibles avec 15 cm. Pareil pour les anciennes Z qu'on avait sur l'épaisseur. Donc voilà, on arrive à obtenir des parois plutôt isolantes avec de l'isolation sans problème. Mais sans isolant, on n'est pas bon sur cette performance énergétique liée à l'hiver. D'accord. Malheureusement. Très bien. Merci. Autre question? Ou le sujet est épuisé, ou vous êtes épuisé. C'est peut-être les deux, hein. Soit j'ai été très claire, soit j'ai été épuisante. Non, mais non, à mon avis, c'était voilà, c'est d'avoir péché par trop de clarté et d'exhaustivité. Du coup, tout le monde a fait le plein d'informations. Et puis, je pense qu'il ira aussi beaucoup regarder les sources que vous indiquez sur votre site, là, tout ce qui est de documents. Là, il y a une mine à exploiter. Par région, on peut quand même bien plus s'intéresser en profondeur. Il y a Robert Guillaume, non? J'ai vu, peut-être? Oui, j'avais mis dans les notes là que effectivement je suis allé regarder vite fait les retours d'expérience. Je crois que c'est vraiment des cas qui sont remarquablement décrits, et je crois que c'est très pédagogique pour nos maîtrises d'ouvrage, hein, pour nos labels. Oui, on voulait montrer que c'était possible. Alors, juste dire qu'on a appelé ça retour d'expérience. Au début, on voulait appeler ça opération exemplaire, mais en fait, on n'a jamais rien trouvé de purement exemplaire. Il y a toujours des petites choses qui pêchent. Donc, retour d'expérience, c'est bien. Et oui, dans les différentes configurations et les différents écueils aussi, hein, qu'ils ont, les différents propriétaires
ont pu rencontrer. Mais d'ailleurs, si vous avez dans vos délégations des exemples que vous trouvez super et sur lesquels on pourrait faire un REX, n'hésitez pas. Alors, on est encore plus intéressé par les régions qu'on n'a pas trop. Par exemple, la Bretagne, la Corse, qu'est-ce qu'on n'a pas trop? On n'a pas trop l'Auvergne. Champagne-Ardenne, Lorraine, on n'a pas trop. Donc voilà, si vous voyez des réhabilitations énergétiques et des restaurations patrimoniales exemplaires, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, soit à contact, soit au contact Creba, soit à moi. Et j'en profite pour dire que ça rejoint un petit peu, sans avoir vu vos retours d'expérience, mais dans l'esprit, ça rejoint ce qu'on a commencé à faire l'année dernière lors de notre étude. On avait lancé des études de cas sur justement un certain nombre d'opérations faites. Ça, c'était dans le cadre de notre gros travail sur patrimoine naturel, biodiversité, hein, sur toute l'évaluation. Donc, il y a peut-être une démarche, exactement, alors nous, on a appelé ça étude de cas, on n'a pas appelé ça retour d'expérience, mais l'esprit est exactement le même. Et on avait un cas plutôt on avait deux exemples, dont un dans le nord, je crois, Nord-Pas-de-Calais, le manoir de Huitbois, et un autre à Toulouse, où on avait un petit peu, même complètement, cette démarche avec quel était le problème de départ, comment est-ce qu'on l'a traité, pourquoi on l'a aidé d'une certaine façon, et puis aussi en interrogeant le porteur du projet sur ce qu'il avait apprécié dans la coopération avec la Fondation du patrimoine, ce qu'il avait peut-être un petit peu plus embêté. Donc, si effectivement vous arrivez les uns et les autres à identifier des cas, des projets qui pourraient faire l'objet de telles études, je pense quand on s'adresse à un nouveau porteur de projet, il n'y a rien de plus parlant que l'exemple de quelque chose qui a été fait par ailleurs, et c'est tout de suite beaucoup plus concret pour lui dire « Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à telle question » ou « Ah, vous faites aussi ça ». Donc, je ne peux que effectivement encourager si vous avez de tels projets, à vous rapprocher à la fois d'Élodie Eberlé, de nous, pour en faire alors, études de cas, retour d'expérience, on conjuguera les deux formules, mais je pense qu'il n'y a rien de plus parlant qu'un bon exemple et qu'un bon projet, qu'il ait bien marché ou qu'il ait un peu moins bien marché d'ailleurs, parce qu'on apprend aussi des choses qui ont peut-être un petit peu moins réussi, même si l'idée, c'est quand même de montrer des succès. Voilà, on arrive à 1 minute de la fin. Donc, s'il y a une dernière question qui souhaite s'exprimer, n'hésitez pas. C'est le moment, c'est l'instant. Et puis sinon, vous aurez de toute façon toutes les informations, que ce soit la présentation, les liens, etc., pour vous replonger dans ce vaste sujet. Merci. Dans le chat. Voilà, c'est tout. Voilà, vous avez tout dans le chat, effectivement. Et puis, un grand merci. On peut pas, à distance, on peut pas applaudir de la même façon, mais en tout cas, voilà. Je crois que bravo, merci beaucoup. Merci à vous. A merci été à tous. très séduit, et un grand merci. Merci à tous. Et Merci à vous. bonne journée à tous et toutes, et bon week-end pour bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, on coupe tout.